Si je vous dis un objectif 10 mm f2 en monture Fuji X et le tout pour 200 €, eh bien figurez-vous que chez Tétartisan, ils l'ont fait. Maintenant, pour le prix, est-ce que ça vaut le coup ? Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette vidéo test de l'objectif 10 mm f2 ASPH de la marque Tétartisan. Moi je vais tester cet objectif sur la monture Fuji X et donc le but de cette vidéo ce sera de faire un test complet. On va regarder les caractéristiques, on va regarder l'ergonomie et puis bien évidemment on va se concentrer sur le plus important, ce que vous attendez j'imagine, c'est savoir la qualité d'image et est-ce que pour 200 €, soit c'est une affaire, soit à l'inverse on dépense son argent par la fenêtre. Et bien à la fin je vous dirai ce que j'en pense. Pour info, cet objectif est sorti à la toute fin de l'année 2023, donc ça fait pas si longtemps que ça, et je vous avoue qu'à l'époque, et bien moi j'ai été vraiment piqué à vif, ma curiosité a été vraiment piquée. Pourquoi ? Parce que je vous avoue que sur le papier, cet objectif il a énormément d'atouts, un 10 mm, donc ça équivaut, on en reparlera en plein format, un 15 mm en monture APS-C, c'est vrai que c'est vraiment un objectif ultra grand angle, et en plus vous prenez une ouverture maximale de f2, le tout pour 200 €, vous vous dites bah oui, peut-être que pour les petits budgets ça peut être une affaire. Et donc moi vraiment ça m'a intéressé parce que sur la chaîne j'adore tester du matériel, mais j'aime beaucoup tester aussi du matériel avec un rapport qualité-prix agressif, car n'oublions pas que dans le monde de la photo, tout le monde n'est pas pro, tout le monde n'a pas envie de mettre des milliers d'euros dans du matériel, et que la plupart des gens, ce qui est tout à fait normal, cherchent le meilleur rapport qualité-prix pour leur pratique passion de la photo. Et donc moi j'aime bien tester ce genre de matériel. Étant en contact avec Tétartisan, quand il est sorti cet objectif, je leur ai envoyé un petit mail et je leur ai dit est-ce que c'est possible de le tester ? Ce à quoi ils ont immédiatement dit ouais vas-y carrément, et donc ils m'ont envoyé un exemplaire. Donc voilà, précision, l'exemplaire que j'ai en ma possession, c'est la marque qui me l'a envoyé car je leur ai demandé. Bien évidemment, ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé, ils n'ont jamais vu cette vidéo et ils la découvrent sans doute au même moment que vous. Et donc je dirai tout simplement tout ce que je pense et vous allez voir, je fais un petit spoil, mais il y a quand même pas mal de nuances à apporter, forcément, ultra grand angle f2 pour 200 €. Il y a des compromis. Dernière précision avant de se lancer, cette vidéo, comme les autres, est découpée en chapitres, elle est séquencée. Donc si vous voulez aller directement par exemple à la qualité d'image, vous naviguez dans la timeline, vous allez dans la description en bas, vous avez les chapitres et vous pourrez aller directement à ce qui vous intéresse. Sans plus tarder, commençons et on va regarder les grandes caractéristiques de cette optique. Alors première chose à regarder déjà, c'est savoir sur quelle monture est disponible cet objectif. Je regarde mes notes. Il est disponible en Sony E pour les boîtiers APS-C, Fuji X, donc là aussi forcément APS-C, Nikon Z, pareil, boîtier APS-C, tout ce qui est Z50, Z30, etc. Canon RF, donc là aussi toute la gamme APS-C, et enfin monture 4 tiers, Lumix et OMD. Donc clairement, on peut le mettre à la fois sur des appareils APS-C ou des appareils micro 4 tiers. De fait, ce 10 mm, si on le met sur un boîtier APS-C, en équivalent plein format, il se transforme en 15 mm, donc ce qui est quand même bien large. Là, on est vraiment dans le monde des ultra grands angles. Par contre, si on monte cet objectif sur un capteur micro 4 tiers, qui est 2 fois plus petit qu'un capteur plein format, là, on passe du coup à un équivalent 20 mm. Donc, je vous avoue, 20 mm, c'est plus si large que ça. On reste quand même dans du grand angle, mais c'est vrai que c'est moins intéressant à mon sens que sur les capteurs APS-C. Donc, juste pour avoir un chiffre, si vous le montez sur un capteur APS-C, vous avez un angle de champ de 105 degrés. Concernant l'ouverture, on a une plage qui va de f2 jusqu'à f16, donc là c'est assez classique on va dire, et donc forcément dans la vidéo on regardera dans les tests pour voir comment se comporte cet objectif en fonction de la plage d'ouverture. Point très important et qu'il convient de préciser assez rapidement, c'est un objectif manuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de motorisation qui permet de faire une mise au point automatique, donc on va devoir faire nous-mêmes la mise au point manuellement avec la bague, et donc ça a pour conséquence notamment de ne pas avoir de connectique à l'arrière, donc pas de connectique électronique, ça a deux grandes conséquences. La première, tout d'abord, c'est que vous ne pouvez pas contrôler l'objectif directement depuis votre boîtier, par exemple l'ouverture, vous n'allez pas pouvoir gérer l'ouverture avec les molettes de votre appareil photo. Et puis la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de retour de métadonnées, ce qui veut dire que si vous passez votre photo a posteriori dans votre logiciel d'édition, vous n'aurez pas les infos notamment sur l'ouverture, donc ça c'est quand même assez perturbant si vous voulez avoir un petit retour pour savoir sur quelle ouverture vous avez travaillé sur chacune de vos photos.
Niveau formule optique, hein, là on est sur une formule optique qui est plutôt ambitieuse sur le papier. On a 13 éléments qui sont répartis en 10 groupes et on a 2 lentilles asphériques. Et donc la particularité des lentilles asphériques, hein, c'est d'avoir justement des verres qui sont plus complexes, qui viennent réduire certains défauts optiques et qui viennent aussi améliorer la netteté, notamment dans l'image. Donc ça, forcément, on viendra regarder en détail ce que ça donne et savoir si ces lentilles asphériques apportent vraiment quelque chose sur la qualité d'image. Ensuite, on a sur cette optique un diaphragme à 8 lamelles, et ça n'est pas un détail. Pourquoi? Parce que le soin, et ça on va en parler, a été vraiment apporté sur ces lamelles pour avoir de très beaux sunstars, vous savez, les aigrettes, hein, les soleils étoilés. Et donc la particularité, cette règle est très simple, hein. Quand on a un nombre de lamelles pair, on a juste le nombre de branches sur l'étoile qui correspond au nombre en fait de lamelles sur l'optique. Par contre, si on a un nombre impair, et bien en fait ça multiplie par 2, hein. Donc si vous avez par exemple 7 lamelles, et bien ça va donner un sunstar à 14 branches. Donc là, on va avoir un sunstar directement à 8 branches sur nos photos. Enfin, dernière caractéristique, on a une distance minimale de mise au point qui est de 25 cm. C'est pas mal, alors on aurait pu avoir un petit peu plus proche, mais c'est quand même pas mal du tout, et ça on en reparlera dans les exemples plus tard dans la vidéo. Bref, maintenant on va pouvoir regarder d'un petit peu plus près à quoi ressemble cet objectif. Alors si vous connaissez déjà la marque Tétartisan, eh bien vous ne serez pas dépaysé avec cet objectif, car on est réellement dans les standards de la marque. On a une optique qui est full métal, qui a son petit pesant, on va en parler juste après, mais en tout cas le ressenti global est excellent, et clairement on est bien chez Tétartisan avec une optique qui fait très qualitative. En tout cas je la trouve vraiment très très belle, full métal. Enfin bref, là-dessus on est sur du Tétartisan, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant je vous avoue que quand j'ai reçu cette optique et que je l'ai sortie de la boîte, eh bien j'ai été surpris et je l'ai trouvé lourde, et en fait j'ai été assez surpris. Enfin bref, il faut que je vous explique un petit peu ça un peu plus en détail. Pourquoi? Parce que tout d'abord, cette optique elle est très très compacte, et là quand vous la regardez, enfin j'ai pas de grandes mains, mais vous voyez qu'elle est quand même plutôt petite, et donc c'est vrai qu'en l'état on se rend pas forcément compte. Alors dans ma main peut-être un peu plus, mais là où on va s'en rendre davantage compte, je pense, c'est quand on prend des optiques de comparaison. Donc ça c'est le Tétartisan. Là par exemple, ici j'ai le Viltrox 13 mm f1.4. Alors là vous voyez directement la différence à l'image, c'est assez flagrant. Si je prenais un autre exemple, là j'ai toujours chez Viltrox le 27 mm 1.2 pour celles et ceux qui le connaîtraient. Donc là aussi quand même vous voyez bien la différence. Et enfin un objectif qui est plutôt très populaire chez les fugistes, hein, notamment, c'est le 1680 f4, hein. Et donc là vous voyez la différence entre les deux. Donc cet objectif il est extrêmement compact, et je vous avoue que quand je l'ai sorti je me suis dit waouh, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer un f2 là-dedans, c'est incroyable. Alors là vous allez me dire bah oui, mais en même temps il n'y a pas de motorisation, il n'y a pas de stabilisation, donc de fait c'est que du verre. Donc vous avez tout à fait raison, mais quand même je trouve que là-dessus il y a un vrai exploit qui a été fait, et vous voyez, hein, quand vous le regardez de face, ils ont vraiment maximisé l'espace. Donc tout d'abord c'est une optique qui est extrêmement compacte. Cependant, et comme je vous ai dit, ok, je me suis dit, ouais, mais elle est super compacte, mais quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais elle est lourde cette optique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement la poser sur ma balance de cuisine. Et là, j'ai été très surpris, car quand je l'ai reçue, j'avais pas regardé les specs en détail, et bien en fait, elle pèse 345 grammes. Alors 345 grammes, c'est quand même plutôt léger, c'est pas le plus léger, il y a des optiques, des focales fixes aussi lumineuses qui sont bien plus légères, mais en attendant, on est sur une optique full métal. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous avez une sensation en main qui est de lourdeur. Pourquoi? Parce que vu que l'optique est très petite, mais qu'il y a quand même 345 grammes, quand on l'a en main, on a l'impression qu'elle pèse très lourd. Alors que si je prends par exemple, vous voyez ici, j'ai le Viltrox 27 mm 1.2, qui est une optique quand même qui pèse plus lourd, mais vu qu'elle est plus volumineuse, j'ai l'impression qu'elle fait à peu près le même poids, alors qu'elle est plus lourde. Voilà, donc c'est juste le form factor. Vous savez, hein, c'est comme si vous prenez une bille bien lourde, là, bien dense, vous avez l'impression qu'elle pèse plus lourd en fait que sa masse réelle. Enfin bref, donc ça c'était juste le ressenti entre la taille et le poids. Maintenant, une fois qu'on le monte sur un boîtier, moi en l'occurrence mon Fujifilm X-S10, j'arrive à un poids total boîtier plus objectif à 820 grammes, ce qui est tout à fait correct, et là c'est bien plus équilibré, et à partir de ce moment-là, une fois que je l'ai plus en main et que c'est monté sur le boîtier, cette sensation de lourdeur disparaît totalement. Maintenant, on regarde un peu plus près cet objectif. Alors on va partir du fût, de l'arrière de l'optique, donc forcément vous avez la formule optique, mais surtout, donc déjà on l'a dit précédemment, il n'y a pas de connectique, bon ça c'est déjà vu, mais surtout vous n'avez pas de joint d'étanchéité. Et ça on va le dire dès le départ, pour le dire autrement, cet objectif n'est pas tropicalisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jointure pour résister aux éléments, à l'humidité ou par exemple aux poussières. Et ça, je vous avoue que autant sur certaines optiques,
Bon, c'est acceptable, en même temps, c'est une optique à 200 €, mais dès qu'on rentre sur le terrain des ultra grands angles, et là je vais parler moi pour ma pratique, donc avec toute la subjectivité que ça contient, mais en attendant, moi sur ce type d'objectif, ne pas avoir de tropicalisation de jointure, c'est pour moi un problème, car c'est typiquement le genre d'objectif que je vais utiliser dans des milieux un petit peu complexes, notamment humides, ou alors carrément à la plage, où là j'ai du sable, de l'humidité. Donc clairement, pour moi, c'est un problème. Alors, c'est pas forcément rédhibitoire pour la plupart des gens, mais pour moi, en tout cas, c'est très compliqué. Et donc, typiquement aussi, se pose la question, si jamais vous voulez faire de l'astro ou quoi, de la résistance sur une longue nuit à l'humidité, hein, parce que forcément, la nuit, il y a de l'humidité. Donc voilà, ça, je vous avoue, pour moi, c'est quand même un petit problème. Ensuite, en remontant, on va tomber sur la bague d'ouverture, donc qui va de F2 jusqu'à F16. Que dire de cette bague? Tout d'abord, c'est qu'elle est extrêmement fine, et pour moi, beaucoup trop fine, et donc je vous avoue, c'est une petite tannée. Si par exemple, on avait un contact électronique et la gestion depuis le boîtier, à la limite, je préférerais gérer depuis le boîtier, mais là, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de l'utiliser, et donc là, il y a deux soucis. Le premier, c'est que déjà, moi, la bague, je la trouve trop fine, donc pourtant, j'ai pas de gros doigts, mais j'ai du mal à la trouver, et surtout, elle est placée très près, en fait, du fût, et quand vous montez sur le boîtier, en fait, cette bague, elle est presque collée, en fait, à la face avant de votre appareil photo, ce qui fait que ça a une double conséquence. Déjà, c'est très difficile d'y accéder, et puis la deuxième chose, c'est que pour y toucher, elle est quand même assez proche, et là vous le voyez, hein, si je vous montre, elle est quand même assez proche de la bague de mise au point, ce qui fait que très souvent, et ça m'est arrivé quasi systématiquement, si je ne suis pas très attentif, à chaque fois que je vais modifier l'ouverture, le diaph donc de l'objectif, en fait je touche sans faire exprès à la bague de mise au point. Et le problème, c'est que ça change ma mise au point, et j'ai eu souvent des photos floues, car sans m'en rendre compte, j'avais modifié la mise au point. Voilà, donc cette bague, moi j'aurais vraiment aimé qu'elle soit un peu séparée de la bague de mise au point, ou alors carrément qu'elle soit plus large. Et en plus, autre point que je n'aime pas trop, c'est le fait qu'elle est quand même plutôt assez dure, elle est crantée, mais je la trouve un peu trop dure, ce qui fait que vous êtes obligé de forcer un petit peu. Et donc je vous dis, c'est tout ça qui fait que j'ai tendance parallèlement à modifier la mise au point sans le faire exprès. Pour ce qui est de la mise au point, parlons-en. Cette bague, elle est plutôt très bien, elle est ferme, mais moi j'aime bien les bagues de mise au point fermes, car comme ça on la change pas par erreur parce que elle tourne toute seule. Là elle a une bonne résistance, et puis surtout elle est graduée, donc voilà, ça c'est très très bien. Et cette bague, j'ai pas grand chose à lui dire, sachant que vous avez toutes les indications si vous voulez gérer notamment à l'hyperfocale vos photos. Enfin, on arrive au dernier point, le point qui pour moi est le plus intéressant, c'est la lentille frontale. Alors cette lentille, là je vous le montre, hein, vous voyez qu'elle est bombée, et donc tout autour vous avez un petit pare-soleil qui lui est inamovible, donc ce pare-soleil vous ne pouvez pas le bouger. Il est en forme, on va dire, de fleur, hein, il est tout à fait classique, en forme de pétale, hein, comme on dit. Cependant, et là on pourrait se dire, bon voilà, les filtres c'est mort. Non, pourquoi? Parce que chez Tétartisan, là-dessus, ils ont bien pensé le truc. Ils ont pensé, en fait, une bague que l'on va venir mettre directement dessus. Et donc cette bague, on la visse autour, ici, du pare-soleil qui est fixe. Et donc avec cette bague, ensuite, on va pouvoir visser des filtres circulaires de 72 mm. Et là, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, du filtre UV, du polarisant, du ND, enfin bref, n'importe quoi, ou même du mist. Hein. Et donc ça, déjà, je trouve ça génial. Et puis la deuxième chose, et ça, je trouve ça top, c'est que sur cette bague ici, moi, j'y ai mis directement mon porte-filtre. Pourquoi? Parce que j'ai la bague Nisi, hein, donc ici, vous le voyez, ça, c'est la bague de 72 vers 82 mm. Et donc, j'ai pu monter mon porte-filtre Nisi V7 qui se monte parfaitement. Donc cette optique, c'est un équivalent 15 mm, hein, si on le met sur APS-C, moi sur mon Fuji X-S10, et donc en mettant le système V7, je n'ai aucun vignettage, donc vous pouvez tout à fait, mais alors sans problème, utiliser, si vous avez un système de porte-filtre, sur cet objectif, et donc moi je trouve ça vraiment incroyable, et là-dessus je dis bravo Tétartisan, parce que il y a beaucoup de marques, et c'est même très rare, et je vous avoue que j'étais assez surpris, il y a beaucoup de marques qui ne font pas ça, et typiquement sur plein d'objectifs à lentilles bombées, il faut acheter un système de porte-filtre fait sur mesure, notamment la gamme S6 chez Nisi. Ça coûte cher, ça demande des verres en 150 mm, enfin bref, c'est une tannée. Et là, en fait, c'est juste ça.
une petite bague. Et cette petite bague qui est faite par Tétartisan, elle vous permet de supprimer tout ça. Donc là-dessus, moi je dis, si Tétartisan peut le faire sur un objectif à 200 balles, j'imagine que les autres pourraient, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de le faire. Et donc dernier petit point ergonomique là-dessus, en revenant sur cette histoire-là, en fait vous avez deux caches pour venir protéger votre objectif quand vous le rangez. Vous avez un cache qui est directement fait pour le mettre sur le pare-soleil inamovible, ça c'est assez classique, on l'enfonce. Et puis si jamais vous montez la bague dessus, et vous voyez c'est vraiment, mais c'est simple comme bonjour. Donc là je mets la bague 72 pour les filtres. Là vous allez me dire, oui mais du coup comment je fais parce que sinon il faut l'enlever, etc. Et bien là c'est très simple, vous avez à nouveau donc un bouchon qui est métallique, et ça c'est très classique chez Tétartisan, et puis vous allez tout simplement, vous voyez, le visser, voilà, donc je visse ça, hop, voilà, et puis quand je l'ai vissé, je le remets, et là vous voyez, la lentille est protégée. Donc là-dessus, moi je dis copie parfaite, bravo Tétartisan, et je pense que beaucoup de marques devraient s'en inspirer. Enfin bref, maintenant qu'on a vu les caractéristiques et puis on a fait un petit peu le tour de l'ergonomie, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus, je l'imagine, c'est la qualité d'image, et pour ce faire, on va passer directement dans l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va regarder tout ce qui touche à la qualité d'image. On va commencer par tout ce qui est piqué, homogénéité, et après on regardera tout ce qui est notamment les défauts optiques. Et là, vous allez voir, il y a quand même des choses à dire. Donc pour ce faire, les photos, là, je les ai mises à nouveau, comme d'habitude, dans DxO Photolab. Et dans DxO Photolab, j'ai désactivé toute forme de correction, etc. Donc là, on a vraiment le RAW brut, et on va commencer par regarder le piqué. Alors le piqué, on va commencer déjà à regarder, savoir comment se comporte l'objectif en fonction de la plage d'ouverture. Et donc moi, vous savez, depuis quelques temps, là, j'ai fabriqué ma petite charte, et donc sur cette charte, c'est vrai que là, on va d'abord se concentrer sur le centre, car vu que c'est un ultra grand angle, il faut que je sois quand même assez proche de ma charte, donc résultat, vous avez une distance de mise au point qui varie entre le centre et les bords, ce qui fait que les bords sont flous sur les ouvertures les plus lumineuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la profondeur de champ. Donc c'est pour ça qu'on va regarder le piqué sur deux exemples. D'abord, et là c'est là où c'est intéressant, sur la charte, où je suis quand même assez près, je suis environ à 35-40 cm de la charte, donc on va voir comment il se comporte au centre sur un sujet assez près, et puis ensuite on regardera sur des photos en extérieur, comment il se comporte sur vraiment des sujets lointains, et là on va vraiment étudier dans un second temps tout ce qui touche notamment à l'homogénéité. Donc commençons par regarder au centre. Donc là vous voyez, je suis vraiment au centre de l'image, je me remets, vous voyez là je dézoome, et donc je vais me mettre à 100%, et ce qu'on constate c'est que à f2, c'est quand même un petit peu mou, donc à f2, faut pas s'attendre à des miracles, objectif à 200 €. Voilà, c'est pas très piqué, surtout là quand on est prêt, et plus on va s'approcher, et plus on va avoir cette sensation un petit peu de voile. Mais là, à f2, vous voyez, on a quand même un manque de détails, et puis après, là vous avez à la fois un manque de détails dès qu'on bouge, et puis la profondeur de champ aussi qui fait son œuvre. Mais au global, f2, c'est pas terrible. Par contre, dès qu'on ferme d'un cran, on se met à f2.8, on gagne quand même un cran. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va avoir des étapes comme ça. Et là, vous voyez notamment ici sur régime de pluie, et même ici sur les graphiques, on voit que ça s'améliore, et sur les détails les plus fins, ici, on voit que c'est mieux. Maintenant, quand je passe à directement F4, là, on a encore un cran au-dessus, et là, on commence à avoir l'apport, pour moi, de micro-contraste. On commence à avoir des micro-détails qui apparaissent sur l'image, et là, ça commence à être de suite un petit peu plus croustillant. Et puis là, on arrive ensuite à F5.6. F5.6, on arrive à ce que j'appelle le sweet spot, c'est-à-dire le point de netteté maximale. Et là, on a beaucoup plus de petits détails. Vous voyez notamment ici, il y a un petit relief qui est dû au collage. Mais là, vous le voyez très très bien. L'image, elle est un petit peu plus en profondeur, un peu plus en 3D. Je me remets à F2 pour comparer. Et là, vous voyez par exemple ces micro-contrastes, là, vous les avez beaucoup, mais alors nettement moins, au-delà d'avoir un manque de netteté. Si maintenant on passe à F8, là, c'est assez similaire finalement à F5.6. Donc cette plage-là, c'est la plage un peu top, entre 5.6 et 8. Et puis ensuite, à mesure que l'on va avancer à F11, là vous le voyez ici, par exemple sur le mot, on commence à avoir la diffraction qui apparaît. C'est assez logique, en plus sur un capteur APS-C. Et donc, on a cette forme de voile typique qui est due à la diffraction. Et puis à F16, ça s'amplifie. Bien sûr, moi je trouve que c'est quand même malgré tout meilleur à F16 par exemple que à F2, mais au global, si je devais résumer au centre assez proche, à F2 c'est pas top, et à mesure que l'on va arriver jusqu'à F5.6, on va avoir des crans, c'est-à-dire que c'est pas directement, on a vraiment des crans.
f5.6, f8, c'est la plage maximale. Et après, on a de la diffraction. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regarde en extérieur? Donc là, j'ai fait des phototests au Louvre. Hein, et donc, le but là, c'était notamment de regarder sur les angles, sur les bords extrêmes, un petit peu comment ils se comportent. Donc au centre, vous voyez, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je me mets à 100%. Et bien à 100%, vous voyez que sur la pyramide, c'est plutôt très correct, sur un sujet qui est lointain. Par contre, c'est vrai que si on zoome un petit peu plus, là vous voyez que c'est quand même un petit peu flou. On a à nouveau cette sensation de voile. Alors je suis quand même à 200%, donc là je zoome très fort. Mais vous voyez par exemple que sur les personnes, et c'est pas une question de vitesse, là je suis à 1/10 de seconde. 1/10 de seconde. Donc c'est pas un problème de vitesse, là c'est vraiment un problème de netteté. Mais ce qui va nous intéresser le plus, eh ben, c'est de regarder au niveau des bords. Et là clairement, quand je zoome, je suis à 160%. Vous voyez que sur les bords, en fait, eh ben, à F2, c'est pas net du tout. Et donc ça manque d'homogénéité. Et là vous voyez pareil sur les bords, c'est pas très bon. Maintenant, si je passe à F2.8, eh ben là vous voyez à F2.8, c'est un chouïa mieux, mais ça reste quand même flou. Alors je vais dézoomer un petit peu, là vous voyez on est à 120%. Là vous voyez que clairement ça manque de détails hein, sur les parties les plus fines, on va dire. On passe à F4, bah, vous voyez sur les bords, là sur certains détails, pas sur les bords extrêmes, mais sur les bords ici, c'est un petit peu mieux qu'à F2.8. Cependant, vraiment sur les bords extrêmes, bah, ça reste toujours vraiment assez peu piqué. F5.6, donc là on arrive au niveau du sweet spot. Hein. Donc si je me remets au centre, hein, vous voyez que c'est beaucoup plus contrasté, c'est vraiment mieux. Et là vous voyez il y a du détail, je suis quand même à 120%. Par contre, vous voyez que sur les bords, ici, si je zoome, vous voyez qu'on n'arrive jamais à avoir vraiment une bonne homogénéité. Et pareil, si je passe à F8, bah vous voyez que c'est un petit peu mieux sur les bords. F8 sur les bords, c'est vraiment le mieux. Au centre, c'était déjà très bon à F5.6, mais sur les bords, c'est à F8. Et vous voyez que sur les bords pas extrêmes, c'est pas mal, mais par contre, sur les bords extrêmes, c'est jamais vraiment excellent. Donc, si je devais résumer, bah après, forcément, hein, F11 et puis F16. F11, vous voyez que finalement, c'est là où c'est drôle, c'est qu'en fait, à F11, sur les bords, c'est quand même mieux. Et vous voyez, je trouve que F11 sur les bords, c'est peut-être là où c'est le mieux. Et puis, après, bah, quand on arrive à F16, bah, en fait, là, on a certes un peu plus d'homogénéité, mais par contre, il y a la diffraction. Donc, en fait, on a cette forme de voile qui nuance un petit peu tout ça, mais vous voyez que peu importe la plage d'ouverture, on n'arrive jamais vraiment à avoir une bonne homogénéité et le centre sera toujours meilleur que les bords. Maintenant, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh ben en fait, je vous avoue que au global, si je devais résumer ce piqué, eh bien déjà, moi je trouve que sur les plages vraiment extrêmes, c'est pas vraiment utilisable, hein. Là-dessus on va être très clair, et que cet objectif, moi je l'ai utilisé vraiment entre 5.6 et F11, et sur cette plage-là, bah là vous voyez par exemple sur cette photo, ça c'était à F11, bah c'est vrai que si je me mets à 100%, ça passe, mais vous voyez que par exemple sur les bords, bah c'est jamais vraiment très piqué, il va falloir mettre un petit coup de netteté quand même en rajoutant, et donc c'est pas une optique qui clairement sur de l'ultra grand angle va donner réellement satisfaction, vous allez avoir cette sensation de netteté de piqué. Donc là-dessus, tout dépend de ce qu'on cherche, hein, mais c'est vrai que moi sur les optiques ultra grand angle, j'aime bien avoir de la netteté quand même. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de passer au défaut optique, et on va commencer par le vignettage. Et bien cette optique, en fait, elle est très très peu sensible au vignettage, donc ça c'est vraiment un bon point. Vous voyez à F2, vous avez un petit peu de vignettage sur le bord, mais vous voyez que le centre est pas spécialement plus clair, il y en a un petit peu, hein, forcément, mais c'est pas énorme. Et il y a des optiques qui sont vraiment bien plus frappées par le vignettage, et en fait, dès qu'on passe à F2.8, vous voyez déjà, paf, ça s'éclaircit nettement, et ensuite dès qu'on arrive à F4, bah alors là en fait le vignettage il a disparu, et donc grosso modo après vous voyez hein, quand je change il n'y a pas vraiment de différence. Donc en gros F2 vous avez un peu de vignettage, F2.8 il n'y en a quasiment plus, et F4 ça disparaît, donc là-dessus c'est une très bonne copie. Ensuite regardons les aberrations chromatiques. Et bien cette optique elle est sensible aux aberrations chromatiques, hein, et là-dessus quand on zoome on s'en rend bien compte. Là sur les bords, et ben vous voyez ici en zoomant, vous voyez sur les zones de contact entre des zones claires et des zones plus sombres. Vous voyez ici que vous avez des aberrations vertes, ici vous avez des aberrations rouges, et au global vous avez souvent des aberrations rouges. Ici sur le bord par exemple sur cette photo là ça se voit, là on voit les aberrations, et vous là vous les voyez très très bien sur les lignes là sur les statuts, c'est plutôt très visible, hein. Donc là aussi hein, j'ai tout désactivé dans Photolab, donc là vous voyez, alors c'est pas vraiment un vrai problème parce que les aberrations de toute façon on peut toujours réussir à les enlever, mais en attendant
je tiens à le dire, les aberrations, elles sont présentes. Et là, quand on zoome, notamment, vous voyez sur le toit, vous voyez là, sur ce revers-là, vous avez des aberrations verdâtres. Et quand vous regardez sur cette partie-là, du côté de la lumière, bah là, vous avez une aberration rougeâtre qui, elle, est plutôt très marquée. Niveau distorsion, eh bien, en fait, moi, là aussi, je trouve que c'est plutôt très correct. Hein. Pourquoi ? Parce que, eh ben, on a une petite distorsion en barillet. Donc, en barillet, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous le voyez très, très bien. En barillet, donc, ça fait une forme de cercle. Hein. Donc, ça veut dire que sur la partie supérieure de l'image, les lignes vont avoir tendance à aller vers le bas à mesure que l'on va vers les bords. Et à l'inverse, sur la partie basse de l'image, eh bien, en fait, plus on va aller vers les bords et plus les lignes vont se relever. Donc, ça forme un cercle. Hein. Et là, vous le voyez très bien ici sur la ligne d'horizon. Vous voyez que à mesure que l'on va vers les bords, eh bien, en fait, les lignes ont tendance à descendre. Pareil ici, hein, on le voit très bien. Et là, bon, bah, les photos, je les ai fait exprès. Hein, mais là, vous voyez très bien sur les pavés que, en fait, les bords, ils ont tendance à se relever. Mais ça, c'est vraiment pas un problème. Hein. Dans votre logiciel d'édition, vous passez, vous allez dans l'onglet distorsion, vous mettez barillet, vous redressez de quelques points, vous aurez des lignes bien droites. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Par contre, c'est vrai que contrairement à d'autres optiques, hein, où par exemple dans Photolab vous avez des profils qui vont tout redresser, là vu que c'est du full manuel, vous n'aurez pas de profil, donc à chaque fois il va falloir le faire manuellement. Enfin, il faut qu'on parle d'un dernier point, des flares et des Sunstar. Alors là, il y a de quoi dire et c'est là où réellement ça se gâte. Donc là, l'enjeu, et là pour moi c'était l'enjeu, c'est que Tétartisan, et ça c'est presque dans la fiche commerciale du produit, ils vantent le fait, on en avait parlé dans les caractéristiques, d'avoir un objectif avec 8 lamelles sur le diaphragme pour avoir de beaux Sunstar. Alors les Sunstar, clairement, hein, là-dessus on va pas se mentir, ces Sunstar, ils sont plutôt très esthétiques, et vous voyez, dès qu'on ferme, là vous avez un Sunstar qui est très très beau, avec des aigrettes qui sont bien droites, enfin là-dessus pour moi c'est une réussite. Mais le problème c'est quoi ? C'est que on a des flares en vois-tu, en voilà. Et là le problème c'est que pour moi c'est rédhibitoire, c'est carton rouge, on sort, expulsion. Pourquoi ? Parce que il y a des flares et ce à toutes les ouvertures. Et c'est là où on va regarder un peu plus dans le détail parce que ces flares ne sont pas les mêmes en fonction de si vous êtes sur des ouvertures lumineuses ou si vous fermez. Par exemple, là vous voyez cette photo, elle a été faite à f2, vous voyez à f2. Donc là vous avez la source de lumière, donc le soleil qui est diffusé, donc ça c'est tout à fait logique. Cependant, vous voyez que vous avez en fait à f2, vous avez une forme de flare qui fait comme des arcs de cercle en fait autour de votre source lumineuse. Et là vous voyez, vous avez plein de flares qui sont disgracieux. Enfin bref, là l'image elle est complètement pourrie. Même chose, j'avais fait un test ici, pareil à f2, et bien vous voyez cette forme en arc de cercle et vous voyez des flares partout et vous en avez ici un petit peu partout. Hein, vous avez des taches. Donc là c'est plutôt marqué, mais c'est pas le pire hein, parce que à mesure que l'on va fermer, et bien alors là on va avoir vraiment des flares dans tous les sens. Et là vous voyez sur cette photo par exemple, là de tête je suis à F11 ou F16 et là vous voyez, paf, vous en avez dans tous les sens et surtout c'est marqué ici, vous voyez par ces grosses traces rouges là, cet arc-en-ciel et ça je l'ai passé dans tous les sens et j'en ai partout. Donc je vous montre quelques exemples, hein. Là vous voyez par exemple ici, là cette photo c'est catastrophique, là vous voyez hein, la photo elle est inutilisable, vous avez des flares partout, elle est polluée, enfin là vous voyez paf, 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 enfin, bref c'est complètement disgracieux. Là si je prends la photo, vous voyez, vous avez à nouveau l'arc de cercle coloré qui est toujours là. Vous avez toujours des petites taches ci et là, un petit peu partout. Et par exemple, même quand je vous montrais cette photo, vous voyez, elle est de côté. Pourtant, le soleil, il n'est pas dans le cadre. Hein, vous avez le pare-soleil. Mais vous voyez, malgré tout, là, paf, vous avez des flares un petit peu partout qui viennent se mettre sur la photo. Et le souci, c'est que quand vous allez commencer à faire de la photo de paysage, et là, c'est un exemple typique, hein, je vous ai pris une photo brute, vous voyez là, j'ai le soleil qui est dans le cadre. Vous voyez, en fait, vous avez ici des taches de couleur un petit peu partout et là vous avez ces flares et alors là pour rattraper ça c'est très compliqué donc ça pollue littéralement vos photos et donc la seule solution ça serait de faire quoi ? En fait c'est de faire comme ça et d'ailleurs c'est drôle parce que cette optique si vous vous souvenez bien sur la chaîne j'en avais déjà parlé quand je l'ai reçue c'était vraiment au tout début du mois de janvier et donc à l'époque j'avais fait la fameuse vidéo hein, sur un meilleur appareil photo fera pas de vous un meilleur photographe et donc j'avais sorti une photo mais pour ne pas avoir de flares qu'est-ce que j'avais fait ? C'est exactement la technique ici, c'est que j'avais fait en fait des photos où je mettais ma main devant la source lumineuse, donc ce qui bloque en fait les rayons lumineux et donc les flares. Donc ça c'est la solution et après dans Photoshop en empilant, ça me permet de ne plus avoir de flares. Voilà, ça c'est la petite astuce on va dire quand vous avez des flares et que vous voulez avoir une photo sans
Ça, c'est, on va dire, le petit truc de photographe. Mais je ferme cette parenthèse. Alors, au global, hein, moi, je suis allé faire de la photo, un peu de rue, j'ai fait du paysage, etc. Et donc, c'est vrai que, quand même, elle est agréable à utiliser, hein, cette optique. Mais c'est vrai que, d'un point de vue comportement global, j'ai toujours quelque chose à dire. Donc ça, on le verra dans la conclusion. Mais là, vous voyez, par exemple, sur cette photo, alors là, c'est plus de la photo pour du test, etc. Mais vous voyez, là, sur cette photo, je suis à F8, hein, je m'étais tout noté. Mais par exemple, ici, j'ai beau être à F8, au centre, c'est bien, et vous voyez, on est un peu sur le sweet spot, mais c'est vrai que quand je regarde sur les bords, ça manque toujours un petit peu de netteté. Et donc, pareil, là, je m'étais un petit peu amusé à travailler sur la distance minimale de mise au point. Et donc là, vous voyez, là, je suis collé, je suis à F2. Donc là, vous voyez qu'on a une zone qui est très proche, et là, vous voyez une zone qui est nette. Le bokeh est plutôt sympa, je veux dire, c'est pas le bokeh le plus doux de la Terre, mais quand même, voilà. Bon, après, c'est pas sur ce type d'optique qu'on peut s'amuser, je pense, principalement à faire du bokeh. Mais vous voyez, quand là, j'avais changé la mise au point, donc j'étais à F2, c'est vrai que, bon, voilà, c'est quand même un petit peu mou, là, même sur la personne qui fait du paddle, on voit des aberrations. Enfin bref, c'est une optique qui, au global, fera le job, on va dire, mais elle n'est pas exempte de défauts. Et puis surtout, moi, ce qui m'a quand même pourri mon expérience, c'était cette histoire de bague, le positionnement. Et comme je l'ai dit, là, les photos que je vous ai montrées, ça va, mais j'ai quand même pas mal de photos où je me suis pas forcément rendu compte. Des fois, sur le terrain, je m'en rendais compte, mais j'avais bougé, en changeant la bague de diaph, j'avais bougé la mise au point. Et des fois, ça m'a joué des tours. Donc ça, je vous avoue que ça m'a un petit peu déplu quand même. Enfin bref, je pense que maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion et que je vous fasse un bilan de ce que je pense de cet objectif et savoir si je vous le conseille ou pas. Donc pour conclure, je pense qu'il faut partir déjà du point de départ, c'est du prix, 200 €. Et quand on dit 200 €, c'est vrai que sur des objectifs, vous avez plein de focales, à 200 €, vous avez le bon vieux 50 mm 1.8, d'accord, et c'est très bon. Mais là, 200 € pour un objectif ultra grand angle qui est plus complexe d'un point de vue optique, est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, la réponse, elle va être très simple, la réponse est clairement non. De fait, je vais vous détailler pourquoi je ne vais pas conseiller cet objectif. Avant cela, quand même, il y a quand même des points positifs, je me les suis notés pour résumer tout ça. D'abord le prix, forcément, 200 €, c'est pas très cher. La construction full métal, et ça, moi j'adore chez Tétartisan, c'est toujours très soigné. Le fait que l'on puisse mettre des filtres sur une lentille bombée, ça je trouve ça génial, et c'est le truc que j'adore sur cet objectif. Et comme j'ai dit, si les autres constructeurs pouvaient s'en inspirer, ça serait très bien. Et puis aussi que cette optique, malgré tout, elle tient à peu près la route du point de vue piqué, si on n'est pas très exigeant, si on ne va pas imprimer en grand, si on ne va pas cropper dedans. Et puis également, vous avez un vignettage qui est plutôt très réduit. Rappelez-vous, à partir de F4, il n'y en a plus du tout. Et à F2, le vignettage est très peu présent. Cependant, la liste pour moi des inconvénients est largement supérieure à celle des avantages. Tout d'abord, la question de la tropicalisation. Alors ça, c'est pas propre qu'à cet objectif. Typiquement, j'en avais parlé, le Viltrox, le 13 mm 1.4, il n'est pas tropicalisé. Cependant, il n'a pas tous ces défauts que peut avoir le Tétartisan. Mais pour moi, la tropicalisation, ça reste quand même un gros problème, surtout si vous envisagez d'avoir un ultra grand angle pour l'utiliser pour du paysage, pour du bord de mer, pour de la montagne, pour de la nuit ou quoi. Ce pourquoi la tropicalisation quand même peut rapidement devenir très importante tout de même. Par ailleurs, je vous avoue que cette question de l'ergonomie, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans la vidéo, pour moi c'est un problème et cette bague de diaph, ça m'a joué des tours et je n'ai pas apprécié l'utiliser parce que ça m'a fait bouger la bague de mise au point, parce que je la trouve trop dure et parce que je la trouve trop fine et trop proche du boîtier. Et donc pour moi, ça n'est pas agréable à utiliser et ça nuit, on va dire, au plaisir d'utilisation. Pour ce qui est du piqué, je vous avoue que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Pour moi, F2, c'est pas tellement utilisable, ou alors vraiment si on regarde l'image au global, je vous avoue que j'ai pas fait de photos notamment d'astro, parce que voilà, dans le Nord-Pas-de-Calais en hiver, vous comprenez bien que la nébulosité, voilà, donc au global je vous avoue que je l'ai pas testé, mais par rapport aux tests que j'ai pu faire, F2 pour moi ça ne serait pas satisfaisant, et au global c'est vrai que dès qu'on ferme, au centre ça devient même très bon, là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre niveau homogénéité, c'est pas ça, et pour moi sur de l'ultra grand angle ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que autant sur d'autres optiques de Tétartisan, et pas que d'ailleurs, quand vous prenez un 35, un 150 avec des ouvertures très lumineuses et pas très chères, je vous avoue que le manque d'homogénéité, je vais beaucoup plus le pardonner. Pourquoi ? Parce que souvent, vous voyez, vous prenez un 35 mm, un 50, vous allez souvent l'utiliser avec des ouvertures plutôt lumineuses et jouer avec la profondeur de champ. Et c'est vrai que dans ce cas-là, les bords ils vont souvent être flous, donc c'est pas vraiment un problème. Là, sur une optique ultra grand angle, on va chercher justement cette grande profondeur de champ, cette grande netteté, et là, on cherche à avoir la bonne
bonne homogénéité pour avoir des bords qui soient nets et pas avoir en fait un paysage ou un bâtiment par exemple qui soit flou. Donc ça déjà pour moi c'est un vrai problème et on n'arrive jamais vraiment à retrouver un bon niveau de netteté sur les bords. Et ensuite forcément il y a des défauts optiques. Alors il y a des défauts optiques qui sont pas très marqués, hein. Donc par exemple le vignetage il n'y en a quasiment pas. Les aberrations chromatiques il y en a, mais ça c'est pas vraiment un problème parce que ça s'enlève très très bien. Pareil pour la distorsion, petite distorsion en barillet, mais en un clic c'est enlevé. Par contre pour moi le carton rouge qui fait que vraiment je ne vais pas recommander cette optique, ce sont les flares. Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment partout et ce à toutes les ouvertures. Et c'est vrai que autant les flares sur certaines optiques ça peut être esthétique, hein, et c'est même quelque chose que l'on cherche parfois parce que ça donne du corps, du caractère et un charme à l'objectif pour du portrait ou quoi. Mais à nouveau sur du paysage, on a envie d'avoir justement une photo qui soit extrêmement propre. Et là le problème c'est que pour moi il y a un truc qui va pas, c'est qu'on peut pas dire d'un côté on fait de Boston Star avec 8 lamelles, 8 branches et en même temps c'est bourré de flares. Non, ça c'est pas possible parce que pour moi ça ruine la photo. Et si c'est pour faire des photos avec ma main devant et faire de l'empilement etc, pour moi c'est un vrai problème. Et à mon sens sur ce type de photo c'est le genre de caractéristique qui est rédhibitoire. Et oui, car à 200 €, vous n'avez pas des lentilles qui sont vraiment traitées contre les flares. Résultat, vos photos, elles sont pour moi inutilisables. Bref, j'aime beaucoup Tétartisan, c'est une marque que j'apprécie énormément et je ne peux que vanter le fait qu'ils proposent des optiques pour le plus grand nombre. Mais je vous avoue que sur ce coup-là, moi je trouve que ça n'était pas intéressant. Et moi, ma conclusion, c'est la suivante, je ne vais pas vous recommander cette optique, car pour moi il y a trop de défauts, notamment sur la question du piqué et surtout sur les flares. Et donc si je devais vous conseiller quelque chose, si vous êtes à la recherche d'un ultra grand angle pour boîtier APS-C ou micro 4 tiers, ça serait de partir sur des solutions un peu plus onéreuses, mais sur lesquelles vous aurez bien moins de défauts. Par exemple, en monture Fuji, je ne peux que vous conseiller typiquement le Samyang 12 mm. Il est pas mal cet objectif, il a aussi ses défauts, le piqué n'est pas non plus parfait, mais en attendant, c'est un 12 mm, il est un petit peu moins large, mais il ouvre à f2. Il y a une mise au point automatique et au global il est meilleur et il est certes un petit peu plus cher. On le retrouve aujourd'hui à 365 € sur Amazon par exemple, mais en attendant quand même vous en avez beaucoup plus pour vos sous. Et s'il y a bien un objectif que je devrais vous conseiller si vous cherchez une optique lumineuse, j'en avais déjà largement parlé sur cette chaîne, et moi je l'apprécie énormément cet objectif. C'est le Viltrox 13 mm 1.4. Lui on le trouve aujourd'hui à justement entre 400 et 500 € et c'est une optique qui est franchement intéressante. Déjà elle est plus lumineuse, elle va jusqu'à 1.4, et puis niveau piqué c'est le jour et la nuit. Il y a aussi des flares mais il y en a beaucoup moins, et au global c'est une optique que je trouve vraiment plus performante. Et la moralité là-dedans c'est toujours, moi je vous conseille pas forcément de partir sur des objectifs ultra haut de gamme etc, parce que on n'a pas forcément le budget ni l'utilité d'avoir autant de performance, mais à défaut moi je vous conseille vivement de mettre de l'argent de côté et d'acheter à terme quelque chose qui tient quand même un minimum la route pour ne pas être déçu, revendre et racheter quelque chose de supérieur, auquel cas là vous aurez perdu de l'argent. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en attendant, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.